D'accord. J'attends parce qu'il crie. Bon, le 5e et le 6e partie, donc, je vais parler des révolutions. D'abord, la révolution à Gallaudet. Vous savez, au moins j'espère que vous savez, que l'année passée, entre le 6 et le 13 mars, il y a eu une révolution à l'université de Gallaudet. C'était la semaine dans laquelle le monde a entendu parler de Gallaudet. J'avais la bonne fortune d'être présent sur le campus de Gallaudet quand la révolution a éclaté, et je voudrais vous dire exactement ce qui se passait, jour par jour. La révolution a commencé le 6 mars l'année passée, un dimanche, et ce premier jour apportait une mauvaise nouvelle. Voici ce qui est arrivé. Sur le campus de Gallaudet, le rumeur courait que le conseil d'administration de Gallaudet, et ce conseil consistait de 17 personnes entendantes et 4 personnes sourdes. Ce conseil de 17 entendants et 4 sourds avait fait leur choix parmi les candidats finaux pour la présidence de l'université. Eh bien, ces 3 candidats pour la présidence, 2 de ces candidats étaient sourds eux-mêmes. Un était le directeur de la plus grande faculté à Gallaudet, c'est-à-dire la faculté des arts et sciences. Et il s'appelle I. King Jordan. I. King Jordan a le doctorat de 3e cycle en psychologie et il est très respecté comme administrateur et comme savant. L'autre candidat sourd est le directeur de l'école pour sourds de l'État de Louisiane. Ce candidat sourd est un enfant sourd de parents sourds et un leader, un chef de file dans la communauté sourde américaine. Le seul candidat entendant s'appelait Elizabeth Zinser. Et elle connaissait rien de la surdité, ni de la langue des signes, mais elle était une amie personnelle du président du conseil d'administration. Et elle était administrateur dans une université de 2e rang aux États-Unis. Donc, une petite foule, une bande plutôt, des étudiants et des employés se réunissaient sur le campus de Gallaudet pour apprendre la nouvelle de la décision du conseil d'administration. Le conseil proclame que Madame Elizabeth Zinser est leur choix comme nouveau président de l'université. L'Assemblée a réagi avec choc, colère, incrédulité et larmes. Des communiqués de presse préparés par le Conseil étaient brûlés et un certain nombre de gens ont fait des discours en langue des signes. Et la bande grossissait. De plus en plus de gens
s'attacher à cette foule qui était en train de s'indigner sur la nouvelle. Après 1 heure, cette bande était plutôt une foule, des professeurs, entendants et sourds, des employés de l'université, des anciens élèves aussi. Et cette bande a marché sans le permis exigé à l'hôtel où le conseil d'administration se logeait. Quand cette bande a pris une grande avenue, la police est intervenue. Ils ont essayé d'arrêter la marche avec des haut-parleurs. Mais bien sûr, les étudiants n'entendaient pas leurs avertissements. Alors, incapables de communiquer avec la foule, qui était prédominamment sourde, la police a capitulé. Ils ont bloqué l'avenue des voitures et ils ont servi d'escorte à la marche jusqu'à l'hôtel. Bon, une fois à l'hôtel, le président du conseil, qui est d'ailleurs la femme d'un fabricant de meubles millionnaire aux États-Unis, a accepté de parler avec une délégation de 3 étudiants. Avec ces 3 étudiants, elle a fait l'explication que le conseil n'a pas choisi un candidat sourd parce que, et je le cite, les personnes sourdes sont incapables de fonctionner dans le monde entendant. Fin de citation. Alors, des journalistes étaient présents à la manifestation et à la réunion et ils ont pris bien note de cette remarque, ce qui a versé beaucoup d'huile sur une situation déjà volatile. Depuis l'hôtel, les étudiants ont marché au Capitole, c'est-à-dire le grand bâtiment avec le dôme à Washington, qui est le siège de notre gouvernement, là où les lois sont votées, comme votre Assemblée nationale. Et toujours avec la police comme escorte, ils sont retournés au campus. Lundi, le 7 mars, l'université est fermée par les étudiants. Lundi matin, après le week-end, des centaines d'employés se présentant à Gallaudet pour leur travail ont trouvé toutes les portes du campus bloquées par des bus, des cars et des étudiants. En effet, les étudiants avaient, pendant la nuit, court-circuité les moteurs des cars, ils ont conduit les cars devant les portes et ils ont crevé les pneus pour bloquer l'accès à l'université. Ils refusaient d'admettre les administrateurs de l'université et donc l'université est obligée de s'arrêter. Les étudiants ont déclaré 4 demandes que le conseil devait satisfaire avant qu'il accepte de rouvrir l'université. Première demande, le conseil doit annuler le choix de Mme Zanzer comme président et remplacer Mme Zanzer avec un président sourd. Deuxième demande, le président du conseil d'administration doit donner sa démission. Troisième demande, le conseil d'administration doit être majoritaire de membres sourds, au moins 51%. Et quatrième demande, il ne doit pas y avoir des représailles contre les étudiants revendicateurs. Mardi, le 8 mars, la mauvaise volonté du conseil maintenue. Alors le conseil a accepté de se réunir mardi matin avec une délégation estudiantine et puis dans l'après-midi de se réunir avec la communauté de Gallaudet. Dans l'après-midi, une foule importante réunie
pour entendre les résultats de la réunion du matin, ont appris de la délégation estudiantine que le Conseil rejette toutes les 4 demandes, mais le président du Conseil était présent pour ramener les étudiants à la bonne raison. Alors, dans l'amphithéâtre, quelqu'un a déclenché l'avertisseur d'incendie, ce qui fait énormément de bruit, bien sûr. Le président du conseil criait dans le microphone, mais c'est très difficile de parler avec tout ce bruit. Et les étudiants ont répondu, mais quel bruit! La foule a quitté le bâtiment sans entendre le président et ils ont marché une deuxième fois sur le Capitole. Les étudiants ont organisé un grand rassemblement qui s'intitulait en anglais « Deaf President Now », c'est-à-dire en français « Président sourd maintenant ». Et ce rassemblement a rempli les tribunes du stade de foot à Gallaudet. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 1500 personnes. Ils ont brûlé des effigies du président du conseil et du candidat et leur choix, Madame Zinzer. Président sourd maintenant est devenu le cri de guerre des étudiants et de leurs partisans, professorat et employés. Après beaucoup de discours, la foule a fait le tour du campus et s'est dispersée. Ils ont organisé un conseil président sourd maintenant pour coordonner tous les développements, pour préparer une stratégie et pour gérer la protestation. Donc, le 3e jour a terminé avec les lignes de bataille bien déterminées. Mercredi, le 4 mars, les sourds devenus cause célèbre nationale. Incapables d'accéder au campus, les administrateurs ont loué un bureau en centre-ville. Et là, ils ont fait une conférence de presse. Ils ont fait venir Madame Zinzer de sa petite université provinciale, 4 mois plus tôt que prévu. Et à cette conférence de presse, elle annonce « J'ai l'affaire en main ». Ainsi devenant le premier président de Gallaudet d'essayer de gérer l'université d'un lieu extérieur à l'université. À cette conférence de presse, le candidat sourd et doyen de la faculté des arts et sciences, I. King Jordan, a déclaré que, comme doyen, il estimait qu'il était mieux de se soumettre à la décision du Conseil. Pendant que le président du Conseil et Mesdames Zinzer tenaient cette conférence de presse, les étudiants, les anciens élèves, des professeurs, des employés se réunissaient avec des législateurs. Cette délégation expliquait aux législateurs le sérieux de la situation. Ils expliquaient que ces questions étaient des questions nationales et pas des questions d'un seul campus. Et ils ont proclamé que les étudiants ne reculeraient jamais. Plus tard dans la même journée, ces législateurs se sont réunis avec Zinzer et ils lui ont averti que le bouleversement prolongé, pouvait nuire le financement de l'université par le gouvernement américain. Tous les professeurs de l'université se sont réunis sur le campus pour voter à 98%
de soutenir les 4 demandes des étudiants. Alors, bravo les profs quand même. Parce que si le conseil avait le dernier mot, comme on peut s'attendre, bien des professeurs risquaient de perdre leur poste. Ce n'est pas comme en France, chez nous. On peut perdre son poste, même si on est fonctionnaire. Les médias aux États-Unis, les stations de télévision, les journaux et les radios, accoururent en foule au campus. Le conseil président Sour maintenant a créé un centre de communication avec une 50aine de Minitel américains, TDD, et puis une équipe des interprètes pour les journalistes. Et ce soir, mercredi soir, le leader sourd des étudiants, Greg Leibach, était à la télévision américaine nationale sur l'émission le plus vue aux États-Unis. C'est l'émission que plus de gens voient dans une semaine que n'importe quelle autre. Et ils ont mis Leibach en vedette avec une vraie vedette sourde américaine qui était dans Les Enfants du silence, Marlee Matlin, et puis Madame Elisabeth Zinser. Et Leibach, à la vue de tout le monde, s'est défendu bien. Jeudi, le 10 mars, une première victoire. Toutes les informations médiatiques ont attiré beaucoup d'appui à la cause des étudiants. Il y avait des lettres, des télégrammes, des appels téléphoniques qui entraient à flot. Il y avait des rassemblements partout aux États-Unis, dans presque toutes les écoles pour sourds. Il y avait des syndicats, par exemple le syndicat des facteurs se sont joints aux barricades sur le campus. Une société de linge, par exemple, a donné 40 draps pour étendards. Un cabinet d'avocats a offert de représenter les étudiants gracieusement. 20 000 $, c'est-à-dire 100 000 francs nouveaux, étaient contribués par divers Américains, Américaines. Et tard jeudi soir, Madame Zinser a annoncé qu'elle donne sa démission. Greg Leibach, le leader estudiantin, lui a écrit une lettre lui souhaitant le succès dans la vie et lui appelant un victime innocent et cible infortunée de notre colère collective. Vendredi, le 11 mars, une marche énorme. Alors le mot de la nouvelle de la résignation, de la démission de Zinser s'est répandu rapidement et les gens qui arrivaient de bonne heure vendredi pour travailler étaient étonnés de voir les étudiants toujours devant les portes. N'avez-vous pas entendu le docteur Zinser a donné sa démission? Ils ont demandé. Oui, on le sait, ont répondu les étudiants, mais nous avons encore 3 demandes et demie. N'est-ce pas? Alors, la marche à la capitale vendredi ont attiré 3000 participants de partout aux États-Unis. Il y avait des cars qui sont venus de New York, de Pennsylvanie, d'un peu partout. Il y avait des parents d'enfants sourds. Il y avait bien sûr les leaders de diverses associations sourdes aux États-Unis. Il y avait toutes sortes de gens. Et devant la marche, le premier rang portait un étendard sur lequel il était écrivé « Nous avons une rêve ». Et cet étendard était prêté par le musée Martin Luther King.
C'était l'étendard qu'utilisait ce leader noir dans sa marche sur Selma, en Alabama. Les gens, tout le long de la route, criaient et saluaient la marche. Les voitures et les camions klaxonnaient pour soutenir les étudiants. Les fonctionnaires ont quitté leur travail pour regarder par toutes les fenêtres ou même pour descendre dans la rue et se joindre à la marche. Et il y avait des hurrahs poussés de tous côtés. C'était vraiment un événement joyeux. Eh bien, arrivé au Capitole, nous avons trouvé des législateurs déjà en place qui attendaient en queue pour parler au rassemblement. Ils ont admiré, disait-il, la détermination des étudiants et leur comportement dans la lutte. Disait un sénateur, « Vous avez réussi à éduquer le monde au sujet de la surdité, au sujet des préoccupations des personnes sourdes et la simple vérité que nous avons tous besoin et droit à la dignité et au respect. » Tous les trois candidats pour la présidence des États-Unis, c'est-à-dire George Bush, Michael Dukakis et Jesse Jackson, ont envoyé des délégués avec des lettres d'appui. Je vais vous dire la remarque du représentant de Jesse Jackson. Il a dit, et je cite, « Le problème, ce n'est pas que les étudiants n'entendent pas, le problème, c'est que les entendants ne veulent pas écouter. » Bon, samedi 12 mars, le conseil d'administration est convoqué à Washington, reconvoqué à Washington. Alors, samedi, des centaines des étudiants et de leurs partisans se sont réunis sur le campus pour une journée casser le conseil. Alors, il y avait des conférences, il y avait un pique-nique, de la bouffe gratuite, des réunions de stratégie. Et entre-temps, les membres du conseil rentraient à Washington, allaient à Washington depuis leurs diverses maisons partout aux États-Unis pour choisir un remplaçant pour Zinser qui a donné sa démission et pour discuter les 3 demandes et demie qui restaient. Dimanche, le 13 mars, la victoire totale. C'était un jour historique pour les gens sourds. Un jour que les Américains sourds vont garder en mémoire très très longtemps. C'était aussi un jour d'anticipation et d'attente. Enfin, un appel arrive au campus du conseil qui se réunissait toujours dans cet hôtel en ville. Le 7e président de Gallaudet et son premier président sourd sera professeur I. King Jordan. Le président du conseil a donné sa démission. Le conseil sera reconstitué avec une majorité sourde et il n'y aura pas de représailles contre les étudiants revendicateurs. Le conseil a donc accepté toutes les demandes. Il y avait une énorme célébration sur le campus et après, les étudiants se sont dispersés partout aux États-Unis pour les vacances de Pâques. Sixième et dernière partie.
une révolution française. Ici en France, jusqu'à quand est-ce que les gens sourds vont tolérer le silence imposé sur vous par les entendants? Jusqu'à quand allez-vous tolérer que les entendants ont le dernier mot dans les questions décisives qui concernent les sourds? Jusqu'à quand allez-vous permettre que la langue des signes française est bannie des salles de classe pour enfants sourds, afin que les enfants sont obligés d'apprendre dans une langue qu'ils ne peuvent pas comprendre? Jusqu'à quand allez-vous tolérer le tout petit nombre pitié des professeurs sourds? Jusqu'à quand allez-vous tolérer l'échec de l'éducation des sourds ici en France, la dérive des gens sourds dans le travail manuel et leur exclusion des universités? Vous savez, nous habitons dans une société qui devient avec chaque jour de plus en plus technologique. Actuellement, aujourd'hui, le 3/4 des postes en France, comme aux États-Unis, exigent une formation technique au-delà du baccalauréat. Et dans l'année 2000, l'an 2000, c'est-à-dire 11 ans de maintenant, dans 11 ans, des projections montrent que les nouveaux postes vont exiger une éducation de 13 ans et demi. 13 ans et demi d'éducation. Cela veut dire que l'employé qui remplit ces postes aurait nécessairement au moins une formation universitaire, une partie de sa formation à l'université. Non pas pour être le patron, mais pour être l'employé. Les postes que remplissent les sourds actuellement sont en général les moins rémunérés et les moins croissants dans un secteur de notre économie, le moins croissant. Ces postes sont remplacés chaque jour par des postes qui exigent une plus haute formation en mathématiques, en langue et en habileté de raisonnement. Donc, l'éducation est la clé à l'avenir des gens sourds de la France. Mais l'éducation des sourds en France est loin d'être susceptible de mettre les sourds à même de faire face à ce défi. L'éducation est la clé et la clé est cassée. Eh bien, jusqu'à quand allez-vous tourner le dos sur les enfants sourds d'aujourd'hui et de demain? Jusqu'à quand allez-vous faire des excuses? Ce ne sont pas mes enfants. Je ne travaille pas dans l'éducation. J'habite en province. Mon français n'est pas très fort. J'ai pas d'argent. J'ai pas le temps. Vos excuses. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous tolérer les divisions internes de la communauté sourde ici en France? Des divisions internes à votre communauté qui permettent aux entendants de faire ce qu'ils veulent. Parce que les sourds n'ont pas un seul avis, n'ont pas un seul nombre très important.
non pas une seule pression. Jusqu'à quand allez-vous laisser aux entendants le soin de corriger les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises? Laurent Clerc, un Français sourd, nous a apporté aux États-Unis un message hors prix, un message d'une très haute valeur. C'était qu'il n'y a pas d'handicap dans la surdité, sauf celui créé par une société ignorante. Maintenant, les étudiants sourds de Gallaudet apportent un message à vous. Vous devez prendre l'éducation des sourds en main, entre vos propres mains. Merci. Si ça serait pas mieux d'éteindre les néons et de laisser les projecteurs, voilà, comme ça. Non, 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 non. C'était bien avant. Non. Non, éteint. Voilà. Voilà. Bien. Alors, voici ici donc Massieu. Jean Massieu, qui était donc le premier élève sourd de l'abbé Sicard, qui a accompagné Sicard de Bordeaux à Paris et qui a été répétiteur à Saint-Jacques. Ça a été vraiment disons, le plus connu et le premier enseignant sourd à Saint-Jacques. Non, bon, attends, il faut... Voici donc Laurent Clerc, jeune, hein, et il est présenté sous son bon profil parce que je crois que de l'autre côté, il avait une cicatrice sur le visage, d'où d'ailleurs le signe pour le désigner.
Je ne sais pas si je vais y arriver, mais... La cellule est mal orientée. Si tu pouvais essayer de la tourner exactement en face. Voilà. Non. Voilà, bien. Alors, voici Laurent Clerc, âgé. Hein? Et je crois qu'il est toujours photographié du même côté, mais la diapositive, j'ai l'impression, est à l'envers. Non, pardon. Non, décidément. Voilà, alors ça c'est la maison de Laurent Clerc, dans la commune de La Balme. C'est pas la maison? Ah bon. Bon, en tout cas, c'est l'endroit où se trouvait la maison. Bon, vous allez nous le dire. Moi, je n'ai jamais vu les photos, c'est pour ça que je... Mais en tout cas, ça doit être à l'endroit, c'est à La Balme. Non, c'est pas la maison natale. D'accord. Voilà, donc Massieu et Laurent Clerc accompagnent Sicard en Angleterre, et c'est là qu'ils rencontrent Gallaudet, Thomas Hopkins Gallaudet. Et donc, ils partent aux États-Unis pour fonder la première école pour sourds à Hartford. Voici donc cette première école à Hartford en 1821. Alors, il faut dire que Hartford, ce bâtiment existe toujours, mais le collège s'est transformé en campus, et le campus a déménagé, c'est-à-dire que maintenant le campus est un peu plus loin, et le bâtiment est devenu autre chose, enfin c'est une autre institution maintenant. Mais le bâtiment existe toujours et il est visible à Hartford. Voici si je ne me trompe pas, c'est la femme et la fille de Laurent Clerc, c'est ça? Ok. Et voici des images donc de la manifestation, de la mobilisation des étudiants de Gallaudet. Alors là, je ne... Bon. C'est donc la manifestation. Attendez, je vais essayer de régler. Oh, bon. Non, ça ne... Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. Je ne peux plus les passer. Il faut le déclencher au doigt. Comment dire, il y a un bouton sur le côté. Voilà. Attends, je vais essayer. Je pense que c'est Jerker Anderson, le président de la Fédération mondiale des sourds. Et la jeune femme, je ne connais pas. Laissez-les parler pour eux-mêmes.
Hein? Sur le... Laissez-les s'exprimer. Vas-y. Pardon, je fais un peu vite, mais... Tu veux que je revienne l'autre? Non. Ah oui, ça c'est le Capitole, effectivement. Effectivement. Trois demandes et demie. Est-ce que c'est demander beaucoup? Avec le slogan sur le badge, un président sourd maintenant. Enfants sourds, représentant des leaders sourds, un président sourd. Ça, ce sont les facteurs, l'union des facteurs, le syndicat des facteurs. Tu connais? Un des leaders des étudiants, donc. Aidez-nous. Congrès, c'est le conseil d'administration. Ah non, le Congrès, c'est le... Non, pardon, la Chambre des représentants, le Parlement... Donc, il y avait du monde, hein. La présence des télévisions. Et des journalistes. C'est une interprète. Le président de l'Association nationale des sourds, de la Fédération nationale des sourds des États-Unis. Voilà, il n'y en a plus d'autres? Bien, voilà. Nous sommes très en retard, mais ça devient une habitude. Je le déplore pour les interprètes qui ont beaucoup à faire. Je voudrais deux choses. Je voudrais d'une part qu'on fasse un petit débat. Je ne peux pas faire autrement malheureusement, parce qu'on a vraiment trop tardé. Et deuxièmement, je voudrais vous présenter aussi Madame, qui est la présidente de l'association Laurent Clerc. Si vous voulez venir dire deux mots.
Oui, je suis sourde, mais j'ai l'habitude de pratiquer le français signé. Bon, vous allez parler, d'accord. Je suis sourde. J'habite à Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon. La raison pour laquelle je suis venue, parce que tout à l'heure, M. Laine a parlé de Laurent Clerc, qui est né à la Balme-les-Grottes. C'est à une trentaine de kilomètres de Lyon. J'habite à 40 kilomètres du village natal de Laurent Clerc. Je voudrais donner une petite précision. Notre association s'appelle l'Association Laurent Clerc, tout simplement. Elle a été créée il y a 4 ans pour une raison. En 1980, 5 Américains sont venus, nous avons été complètement surpris, pour mettre une plaque commémorative, parce que les Américains remerciaient les Laurent Clerc. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses en France avec Laurent Clerc que nous avons complètement oubliées. Alors de là, nous avons décidé de... Et le problème, c'était de savoir où était la maison natale de Laurent Clerc. Et nous, on avait honte parce qu'on ne savait pas où était sa maison. Alors on a fondé une association pour essayer de chercher sa maison natale. On l'a retrouvée, justement à la Balme-les-Grottes. Vous avez vu tout à l'heure, les 2 diapositives, ce ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas sa maison. C'est une pauvre maison de campagne. Monsieur Laine a dit que tout à l'heure, qu'on a fait des recherches. Ses parents son père était notaire et il y avait une maison qu'on a retrouvée qui était très bien restaurée. Et là, on a mis la plaque dessus. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en 85, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu le bicentenaire de la naissance de Laurent Clerc. Nous avons fait une fête où 300 sourds sont venus. Et c'est là qu'on a fêté l'anniversaire de Laurent Clerc, il y a 3 ans donc. C'était en relation directe avec le congrès de la Confédération nationale des sourds de France. Alors le travail de notre association ne demande pas un travail énorme. Nous avons fait un panneau à la mairie de La Balme avec des photos pour expliquer quelle a été la vie de Laurent Clerc jusqu'à ce qu'il a enseigné aux États-Unis et jusqu'à sa mort. Pour vous, les sourds, pour les entendants, pour que les personnes puissent savoir ce qu'il a fait, que c'était un homme compétent. Il ne faut pas rester endormi, par rapport à ça, il ne faut pas oublier cet homme, et c'est le but de notre association. Alors, c'est une affiche, si vous voulez, on fait des annonces pour les voyages. Si vous voulez aller la visiter pendant les vacances ou profiter d'un moment pour passer là, vous pouvez la visiter. Vous pouvez mettre cette affiche dans les foyers, il faut faire de la publicité. Je peux vous donner le panneau. Alors, c'est vrai que j'en ai pas assez pour le donner à tout le monde, mais ceux qui me le demanderont, je le donnerai volontiers. Merci beaucoup. Bien, je vais passer la parole à M. Perbost. Attends, quelle heure il est? Non. Quelle heure il est exactement? Moins 10. Bon, on s'arrête à 9h exactement. Monsieur Laine a parlé énormément de Monsieur Laurent Clerc. C'est bien, ça nous redonne une certaine fierté. On a quand même quelque chose de positif qu'on a apporté. Il y a eu des Français qui sont allés aux États-Unis, nous en sommes fiers. Ah, je suis sourd. Merci à monsieur d'être venu des États-Unis, d'avoir fait un exposé sur Laurent Clerc. Pour rapport à la Révolution
1789. Nous avons créé une association pour essayer d'avoir des collèges et des lycées pour enfants sourds avec des professeurs sourds, une direction de sourds. Et nous allons rencontrer bientôt des membres du gouvernement. Et cette association s'appelle le droit des sourds à l'enseignement en LSF. ADESLSF. Alors, ça va être publié dans la presse. Deuxième nouvelle que j'ai à vous annoncer, cette association va avoir un CA. Et on va décider de faire une manifestation devant la télévision dans quelque temps. Parce qu'on en a assez de voir que les émissions des sourds sont présentées par les entendants. Alors il y en a marre. On veut que ce soit des sourds qui présentent à des sourds. C'est tout. Voilà. Je vous dis ça en bref, mais si ça vous intéresse, je peux vous donner la communication de tout ça. Monsieur Leven, là. Je vais être très bref. Merci à monsieur le conférencier et merci aux gens qui ont signé. Je pense que nous avons parfaitement compris ce qui s'est passé par rapport à la manif, la révolution aux États-Unis. Et je n'avais jamais compris pourquoi ça s'était produit. Et on a eu très peu de retombées dans la presse. Une révolution, pourquoi? En France, on n'a pas eu d'informations là-dessus. Alors, je vous remercie, monsieur le conférencier, de nous avoir expliqué en clair ce qui s'était passé. Et les revendications sur les 4 points, de dire qu'il faut que les sourds soient présents, que des professeurs sourds soient là, ça c'est un motif de révolte. Et il faudrait que ça se passe comme ça aussi en France. Voilà, j'ai été très bref. Et j'ai découvert pas mal de choses dans l'histoire, dans notre histoire, que j'ai transmises à M. Caracostas, et peut-être vous en saurez plus tard. Je voudrais qu'on me regarde là. Monsieur me regarde. Merci, justement, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Il y a une révolution là. Il faut penser aussi que c'est un ancien, nous on est des jeunes. N'oubliez pas les anciens, c'est important. Merci, il a bien fait de parler. Alors excusez-moi, je garde plein de choses en moi et ça commence à exploser. Alors merci à M. Laine aussi d'avoir fait son exposé. Alors je vais vous donner un exemple, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre, mais vous, sourds, vous ne bougez pas. Quand est-ce que vous allez faire des choses positives, que c'est toujours les entendants qui préparent, par exemple l'éducation oraliste, et que vous ne disiez rien, que vous ne dites rien. Et que pourquoi à ce moment-là que ce soit nous qui le fassions, mais sans provocation?
Bon, une chose toute simple que je peux demander. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une éducation orale? Oui ou non? Levez la main. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, alors, par exemple, l'éducation orale, l'oral, pour moi, Bruno, quand je vois, quand je dis l'oral, pour moi, ça me fait dire que je n'aime pas du tout les entendants. Autre exemple, quand on dit homo, un homme qui n'aime pas les femmes. Oh, dommage, toi t'es homo. Oh, c'est mieux que tu aimes les femmes. Moi, je ne vais pas dire que j'aime pas les femmes qui aiment les autres femmes. Alors, est-ce que les entendants, il faut qu'ils respectent ça? Chacun a sa particularité. Bonjour à tous. Bon, c'est un bonjour et nous pouvons mesurer les résultats de la Révolution. Qui je suis? Je travaille au ministère de l'Éducation nationale et je lutte personnellement avec une femme sourde qui est d'origine bulgare, qui a depuis 20 ans, qui habite en France depuis 20 ans, et j'essaye toujours de progresser avec elle. Je veux savoir j'ai envoyé un dossier au ministre de l'Éducation nationale au recteur, j'ai envoyé au recteur de l'Éducation nationale un dossier et j'étais surprise, elle a été surprise que quelqu'un de sourd puisse envoyer tout ce dossier, il donne des informations. Dedans, je dis, c'est vrai, à l'université, il y a des sourds. Mais à Paris, c'est quand même affreux. Donc là, en fait, il y a des liens avec les handicapés. Ils ne veulent pas que les sourds et les handicapés soient séparés. Et le 16 mai, avec ma fille qui est interprète, je vais aller voir le ministère de la Recherche pour rencontrer les professeurs d'université, pour que moi, à l'université parisienne, avec... Est-ce que M. Harlan Lane habitera tout le temps en France ou est-ce qu'il va retourner aux États-Unis? Je voudrais savoir. Est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale française? Je voudrais savoir si vous travaillez. Oui, mais monsieur est américain, oui, mais enfin, je voulais savoir s'il était en relation avec l'éducation nationale. J'ai le droit de m'informer. J'ai pas honte, je demande, je veux savoir, c'est tout. Hein. Maintenant, c'est difficile pour l'interprète de traduire si tu tournes le dos. Je voudrais savoir précisément ce qu'il fait. La manifestation, c'est bon. Il faut faire une information, il faut dire que ça a marché, que ça peut marcher. Bon, il y a des entendants qui connaissent la LSF. Et il y a des sourds qui n'ont pas la LSF. Moi, je suis étonné. Pardon. Oui. Il y a une loi le 6 avril au ministère de la Recherche concernant les sourds-muets qui propose que la LSF, que ça peut marcher à l'université tout comme les autres langues. Donc il faut faire une information, c'est tout ce que je dis. Où est l'homme? Où est monsieur Harlan Lane? Voilà. Vous êtes français? Vous êtes français? Est-ce que vous habitez en France? Vous n'habitez pas en France définitivement? Vous allez retourner, oui ou non, ici en France, faire des allers-retours très bien, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, j'aimerais beaucoup bavarder avec vous personnellement. Et je sais donc, moi c'était tout ce que je voulais dire.
Tu veux poser une question? Non. Avant de poser une question à M. Laine, je voudrais dire que j'ai peur qu'en France, demain, il soit trop tard. Parce qu'il se passe depuis un an des commissions au niveau ministériel où il y a des textes qui ont été déjà pris et des décisions qui sont en train de se prendre sur l'éducation des enfants sourds. Eh bien, je veux dire, les sourds sont absents de ces discussions et lorsqu'ils sont autour de la table, ils n'interviennent pas. Alors, je crois que ça peut faire réfléchir. Et c'est pour ça que je dis demain, il sera trop tard. Et enfin, je crois que par rapport à ce qu'a dit M. Laine, surtout dans ces questions, les questions qu'il vous a posées à la fin, j'ai l'impression qu'il les a posées aussi à l'ANAD, la Confédération des sourds américains, dans un rapport qu'il a fait en 1986, en disant aux sourds américains, prenez votre avenir entre vos mains. Il s'est passé Gallaudet. Mais Gallaudet, ce n'est pas l'Amérique. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que les sourds américains ne sont pas tellement mieux lotis qu'en France. Et je voudrais que M. Allen nous dise quelle est la situation réelle de l'éducation des enfants sourds, parce qu'il a fait allusion quand les années 1900, lorsque les professeurs ont pratiqué l'oralisme, les adolescents qui avaient 16 ans avaient une connaissance de l'anglais de 8 ans. Et moi, j'ai lu dans son rapport de 86 que les Américains, les jeunes Américains de 18-20 ans, avaient une maîtrise de l'anglais de 11 ans. Alors je crois qu'il ne faudrait pas nous faire croire qu'en Amérique, tout est beau, tout est merveilleux.